Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 10h30. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire d'information sur les gemmes surdicécité. Vous êtes actuellement plus de 85 et à être connectés. J'imagine qu'il va y avoir quelques retardataires. Donc aujourd'hui, on accueille Anna Bartolucci pardon, Anna Bartolucci, Gwenaëlle Sibilo et moi-même, on est ravis de pouvoir vous accueillir. Pour l'accessibilité, je vais les remercier aussi tout de suite. Donc, pour l'interprétation langue des signes française, Gaël Eschelberger et Vincent Begica, pardon. Pour l'interprétation langue des signes tactile, le centre d'interprétation Interpretis. Et pour la vélotypie, le sous-titrage, le messageur et plus particulièrement Muriel Boivin. Donc, nous accueillerons Gwenaëlle Sibilo, secrétaire générale du Groupement national de coopération handicap rare, qui nous fera un premier point sur le cadre national pour mieux comprendre les GEM. Nous accueillerons aussi Anna Bartolucci, directrice, et Delphine Poineau, éducatrice spécialisée à l'association La Passerelle sur Surdicacité à Toulouse. Et puis, nous aurons les témoignages d'Amélie Armand et de Fanny Brossard, qui sont toutes deux membres du GEM La Passerelle sur Surdicacité de Toulouse. Le plan de l'intervention de ce webinaire-là, on va avoir une présentation d'1 heure, une pause de 5 minutes, et puis après, ça sera un espace de questions-réponses pendant 25 minutes. Sur la présentation, donc le cadre national des groupements d'entraide mutuelle, et ensuite, Anna développera et son équipe l'expérience et l'exemple de la passerelle comme premier GEM surdicacité en France. Alors, et puis on conclura sur voilà comment on peut développer ces GEM surdicacité sur d'autres territoires. L'ensemble de ce support-là vous sera diffusé par la suite. Je vous expliquerai en conclusion. On a créé un Padlet pour justement regrouper un certain nombre d'informations et tous ces éléments-là, on vous les fera passer après le webinaire. Pour mieux présenter tout ça, ben, je vous invite je vais inviter Gwenaëlle, pardon, à prendre la parole et à développer le cadre national des groupements d'entraide mutuelle. Gwenaëlle. Merci beaucoup. Je suis Gwenaëlle Sébilo, je dirige le groupement national de coopération handicap rare qui est composé d'équipes relais handicap rare et aussi de centres nationaux de ressources handicap rare, tels le CRESAM, mais également l'association gestionnaire ou encore d'associations de familles ou de personnes en situation de handicap. L'ensemble de ces organisations a pour vocation d'améliorer la vie des personnes en situation de handicap rare, de leur entourage, mais aussi des professionnels qui les accompagnent. Je suis également co-rapporteur du rapport qui a été publié et remis à la ministre début juillet dernier pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Donc là, pour ce matin, je vais vous présenter le cadre générique des groupes d'entraide mutuelle. Donc la création d'un groupe d'entraide mutuelle permet de se retrouver, de s'entraider et d'organiser des activités visant au développement personnel de personnes en situation de handicap et de créer des liens. Je voudrais rappeler que ces groupes d'entraide mutuelle, que je vais appeler maintenant les GEM pour aller un peu plus vite, sont des structures de prévention et de compensation, dit de la restriction de participation à la vie en société. Et ils sont issus de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc ils ont déjà 20 ans. Les GEM ne sont pas des structures médico-sociales, au sens strict de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Ils ne délivrent ni soins, ni prestations, et en conséquence, l'adhésion au GEM n'est pas conditionnée à une orientation par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Donc en fait, les GEM reposent sur le principe de la pérédance, de ce qu'on nomme également de l'autodétermination, et de l'autogestion. C'est-à-dire que les membres du groupe d'entraide mutuelle sont ceux qui le font vivre. Ils décident des activités du GEM dans un esprit de co-construction,
mais aussi de son fonctionnement au quotidien, de son organisation. Et les personnes en ont également la charge de sa gestion administrative et financière. C'est véritablement une aventure collective, une aventure associative. Un groupe d'entraide mutuelle fait appel à des animateurs salariés, mais aussi des personnes qui peuvent être bénévoles, qui viennent du coup en appui aux membres du groupe dans la gestion quotidienne et l'organisation des activités. Au départ, les groupes d'entraide mutuelle ont été créés et ont bénéficié aux personnes avec un handicap psychique. Depuis, ces groupes se sont élargis au bénéfice de personnes avec une cérébrolésion ou encore avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme ou trouble du neurodéveloppement. À titre d'exemple, dans les derniers bilans d'activité faits par la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, la CNSA, en 2018, un GEM en France comprenait en moyenne 150 personnes. En revanche, dans le bilan d'activité 2021, un GEM comprenait en moyenne 88 personnes. Euh, à retenir également, les GEM sont soutenus par un parrain qui a notamment pour mission d'épauler les participants en cas de difficulté ou tout simplement pour pouvoir échanger, progresser ensemble. Ce parrain peut être une association dite de personnes en situation de handicap, une asso de patients ou d'ex-patients. Ça peut être aussi tout autre organisme qui est reconnu par son expertise pour accompagner ces personnes-là ou encore une association de famille. Le nombre d'animateurs salariés ne dépasse généralement pas 2 équivalents temps plein en général, et cela peut varier évidemment en fonction du niveau d'activité du GEM. Dans la mesure du possible, le GEM doit être installé dans des locaux dits accessibles, ouverts, en théorie, un minimum de 35 heures par semaine. Ces temps peuvent être partagés entre accueil sur site, activités à l'extérieur, sorties culturelles, ludiques, sportives ou encore recherche d'emploi. Ces locaux doivent lui permettre d'accueillir un nombre d'adhérents suffisant, mais qui n'est pas limité par la loi. En pratique, les personnes peuvent avoir un temps de fréquentation variable selon les périodes et les besoins. Alors, concernant le financement du groupe d'entraide mutuelle, il est assuré par l'Agence régionale de santé, l'ARS. La subvention de référence est environ de 80 000 € par an. Les crédits sont versés parce qu'on nomme le Fonds d'intervention régional, le FIR. Ce financement est conditionné par le respect dont s'assurent les agences régionales de santé du cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 juin 2019 qui fixe les principes d'organisation et de fonctionnement des groupes d'entraide mutuelle, ainsi que leurs modalités de conventionnement et de financement. Il figure également des annexes où vraiment je vous propose de vous y référer ou de vous en inspirer, puisqu'il prévoit un modèle de convention pour le parrainage, un modèle de convention de gestion ou de prestation de service, un modèle de fiche de poste d'un salarié de GEM, modèle de convention annuelle ou pluriannuelle de financement, ou encore des trames d'activités à remplir annuellement par le GEM. Néanmoins, les ARS peuvent déployer aussi dans votre région des actions particulières en appui des GEM. Par exemple, l'utilisation de ce qu'on nomme de crédits non reconductibles pour des dépenses ponctuelles. Par exemple, s'il y a besoin d'aménagements locaux, de formation, de véhicules. Elle peut également revaloriser la dotation annuelle suivant les besoins qui lui sont exposés. Elle peut également faciliter l'action de promotion de la santé ou encore mobiliser les CREAI, c'est-à-dire les centres régionaux d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, pour des journées de formation, de sensibilisation ou pour des études sur les GEM de la région. Elle peut également financer des journées de formation complémentaires à celles financées par la CNSA. Elle peut également faciliter l'expérimentation de nouvelles formes d'organisation. On a pu voir des GEM itinérants. Mais il est également possible pour le GEM de compléter son financement par d'autres subventions, telles que vos municipalités, départements, des fondations.
Donc, à travers tout ce cadre-là posé et général, les personnes en situation de surdicécité, qui est un handicap particulier, marqué par des difficultés de communication, de déplacement et d'accès à l'information, avec des constats faits par de nombreuses associations et personnes elles-mêmes de l'isolement, un manque d'accès à des infrastructures, à des activités culturelles, de loisirs, etc. Le groupe national qui a travaillé sur le rapport pour améliorer la vie des personnes en situation de surdicécité a repéré les GEM comme des formes existantes pouvant très clairement bénéficier aux personnes en situation de surdicécité pour tout bonnement faciliter leur participation et l'autodétermination sur ce modèle qui existait déjà. Depuis, la création des GEM surdicécité ont été annoncées par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap le 26 avril 2023. Donc, pour la création des GEM surdicécité, nous recommandons de pouvoir bien prendre en compte ce cadre national et aussi de pouvoir bien travailler des sources de financement qui peuvent venir compléter le besoin d'accessibilité, parfois conséquent pour les personnes sourdes aveugles, qui peuvent avoir besoin de traduction en langue des signes française ou LPC, de traducteurs en LSF tactile, soit du 1 pour 1, des boucles magnétiques, de la vélotypie, etc. Aujourd'hui, nous nous réunissons du coup pour travailler sur l'élargissement et la possibilité de construire des GEM pour les personnes en situation de surdicécité. Le faire par l'exemple est certainement la meilleure manière. Donc, je vais passer la parole à Anna Bartolucci, directrice de l'association La Partielle à Toulouse, qui va venir nous raconter l'expérience du GEM, du premier GEM surdicécité en France. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Anna Bartolucci, donc la directrice de la passerelle surdicécité. Et donc, la diapo suivante, Emmanuel. Et bonjour tout le monde, moi je suis Delphine Poineau, je suis éducatrice spécialisée, je travaille à mi-temps sur le GEM, la passerelle sur diversité à Toulouse. Alors, du coup, pour vous parler un petit peu du GEM de la passerelle, qui est actuellement le premier GEM surdicécité en France, je vais vous raconter un petit peu son histoire et comment est née l'idée du GEM. À l'époque, je travaillais sur l'équipe relais handicap rare située à Toulouse, où on accompagnait notamment des personnes en situation de surdicécité qui presque toutes exprimaient le même besoin et les mêmes envies, euh, qui disaient se sentir isolées et le souhait de vouloir rencontrer, partager avec d'autres personnes concernées. Donc à l'époque, on avait essayé de manière informelle de les mettre en lien en échangeant leur numéro de téléphone sur leur autorisation et ils s'étaient rencontrés 1 à 2 fois, mais ça n'avait pas perduré. Donc l'idée du GEM, en fait, elle est née de là, de ce constat. Et la passerelle, elle a été créée donc en 2023. Elle a fonctionné pendant près d'1 an et demi, entièrement sur du bénévolat. Donc en fait, on a fonctionné comme un GEM sans être encore officiellement un GEM ni être financé pour, donc avec notamment des personnes qui travaillaient à côté, donc des salariés qui étaient bénévoles sur la passerelle. On avait également un groupe de personnes déjà constitué, donc 2 personnes en situation de surdicécité. On avait un local, donc on vous présentera tout à l'heure, et toutes les semaines, tous les vendredis, on se retrouvait pour partager des activités, donc des échanges et aussi des événements sur le week-end. Et ce collectif en fait de personnes sourdes aveugles, il s'est constitué progressivement, avec en parallèle en fait tout un travail aussi de partenariat, de réseau qui s'est mis en place. On a été aussi accompagné par un GEM situé à Pau et qui même s'il accompagne des personnes qui ont un autre handicap, qui a été vraiment d'un appui tout au long en fait de la constitution de notre projet. Et on a eu l'occasion
une fois que l'équipe salariée est en place aussi, de se déplacer, d'aller rencontrer l'équipe de ce GEM, de rencontrer ses membres. Euh, voilà. Et, euh, et donc, du coup, dans cette phase de construction, on a eu les premiers liens en fait avec l'ARS Occitanie qui, dès le départ, a vraiment été à l'écoute du projet, à l'écoute de la spécificité de la surdicécité, qui ont bien compris les besoins d'accessibilité que ça pouvait engendrer et qui nous ont orientés, aiguillés dans ce projet, et notamment donc la direction de la santé publique, la DSP, qui est la direction en fait au sein des ARS qui gère les GEM. Voilà, et qui a débouché du coup sur notre premier financement en juin 2024. On a également un autre partenaire qui a été présent depuis le départ, qui est le groupe SOS. Donc, comme le disait Gwenaëlle tout à l'heure, dans les GEM, il faut une association marraine, on appelle ça aussi un parrain, qui est un peu le garant du projet, qui est là à nos côtés. Et donc, nous, c'est le groupe SOS qui a été là dès le départ et qui maintenant, d'ailleurs, a intégré même le conseil d'administration de la passerelle. Alors, juste pour vous expliquer brièvement en fait ce que c'est que la passerelle surdicécité. La passerelle, en fait, c'est l'association gestionnaire qui porte le GEM, qui le gère, et elle porte également deux autres pôles. Pourquoi? Parce qu'en fait, les demandes qui nous arrivent à la passerelle ou même au GEM, elles ne concernent pas tout le GEM. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui expriment le besoin justement de lien social, de rencontre, mais il y a aussi d'autres demandes, des demandes plus individuelles qui relèvent pas des missions d'un GEM et auxquelles on se devait d'essayer d'y répondre. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais au sein de la passerelle, on a également un pôle autonomie qui accompagne plus des demandes individuelles avec tout un réseau de partenaires et ce qu'on a appelé un pôle ressources qui, lui, porte plutôt des projets de recherche. Donc, on en a deux à l'heure actuelle et également toute une partie formation pour la montée en compétences des professionnels et une partie expertise sur l'accessibilité du bâtiment. Alors, le cadre dans lequel s'inscrit en tout cas le GEM de la passerelle, donc encore une fois, c'est un exemple, c'est comme ça qu'on s'est constitué. C'est pas forcément le cas des autres GEM. Donc, chaque GEM a une base commune, mais quand même unique dans sa manière de se constituer et de fonctionner. Donc, nous, on a une gouvernance qui s'organise autour de trois acteurs. Donc, la passerelle surdicécité, qui est donc l'association gestionnaire donc qui porte et qui gère le GEM. On a le groupe SOS, donc qui est l'association marraine qui est à nos côtés. Et enfin, dans chaque GEM, il doit y avoir une association des adhérents du GEM, constituée par les personnes elles-mêmes en situation de surdicécité. Et nous, on est dans cette constitution progressive de cette association. Pourquoi? Euh, Déjà parce que au départ, les personnes, quand elles sont venues au GEM, elles avaient surtout envie de partager des temps et qu'il y a personne qui, en tout cas, n'était motivé à constituer cette association. Donc, il a fallu tout un temps de dynamique de groupe, voilà, le temps aussi de se mettre en place, de se structurer. Et ça y est, maintenant, on voit au bout d'un an et demi de fonctionnement, on a enfin un groupe hétérogène de personnes en situation de surdicécité qui sont motivées pour monter cette association. Et là, on a la chance d'être accompagné par un dispositif qui s'appelle le Parcours Adresse, qui est financé par Toulouse Métropole. Et on a une professionnelle en fait du Parcours Adresse qui intervient sur plusieurs groupes de travail et qui accompagne progressivement les membres du GEM. Alors, on a fait un premier atelier vraiment très général pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur qu'est-ce qu'une association, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que c'est que des statuts. Et les prochains groupes de travail vont être vraiment axés sur cette association des adhérents du GEM, quel va être son rôle, quelle va être la gouvernance, quel va être le lien avec l'association gestionnaire,
Donc voilà, on en est à cette étape-là et qui du coup, on a bon espoir que cette association soit créée d'ici la fin de l'année ou début 2026. Au GEM, on a une équipe qui est constituée de 2 équivalents temps plein, notamment avec Delphine, donc l'éducatrice spécialisée qui s'est présentée, et également un animateur en situation de surdicécité. Et en parallèle, on a tout un tas de prestataires vraiment spécifiques d'un GEM surdicécité. Donc, on a des interprètes en langue des signes et langue des signes tactile. On a des intermédiateurs et des interfaces de communication. Et selon les activités et les membres qui sont présents, en fait, à chaque fois, on se pose la question de savoir quel professionnel va être le plus adapté. Donc voilà. Et les interprètes, en fait, avec lesquels on fonctionne, c'est des prestataires, mais qui font vraiment partie de l'équipe à part entière et qui, eux aussi, ont du coup développé des compétences et une approche spécifique au GEM sur discécité. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Amélie, qui est une des membres de la passerelle. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie. Alors je reprends, pardon. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie. Je suis sourde aveugle de naissance, sourde signante. Donc j'ai grandi avec le syndrome du Cher et donc je suis passée en langue des signes tactile. Et j'ai actuellement 42 ans. Je suis mère d'un petit garçon sourd de 2 ans et demi. Et je participe à la passerelle et au GEM de la passerelle où où je rencontre d'autres personnes sourdes aveugles, des gens qui sont devenus sourds ou devenus aveugles, mais qui ne savent pas signer. Et donc je leur propose un petit atelier de découverte de la langue des signes et de la langue des signes tactile par petits groupes. Et l'objectif, en fait, c'est de casser la barrière de communication entre nous pour pouvoir communiquer par langue des signes tactile. Et le GEM, en fait, donc groupe d'entraide mutuelle, ce sont des personnes sourdes aveugles avec des profils différents qui font des propositions. Chacun fait des propositions différentes d'activités, d'entraide. Je donne un exemple de type d'activité. On fait du sport, on a des activités culturelles, du bien-être, on fait du tandem, on fait de la randonnée aussi, du canoë, de l'escalade, de la gym. Voilà, ça peut durer 1 heure ou parfois ce sont des journées, des sorties où nous faisons un certain nombre d'activités. Au niveau culturel, on peut aller dans des musées, on fait de la cuisine également, de la mosaïque, de l'art-thérapie, voilà, des activités comme ça. Euh, et puis, on a fabriqué aussi une petite voiture en bois bricolée. Donc, vous voyez, c'est très varié. Pour le bien-être, on va parfois dans les piscines ou en balnéo, dans les saunas. Voilà, on a même un atelier de maquillage, comment prendre soin de soi, vestimentaire aussi, apprendre à accorder sa tenue vestimentaire. Voilà, donc les gemmes, le GEM La Passerelle, pour moi, avant, j'étais extrêmement isolée. Et là, ça me permet de reprendre une vie sociale et d'aller à la rencontre des autres, de m'engager, d'échanger. Parce que je suis là en tant que membre, mais aussi bénévole. Je propose des activités. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges. Et c'est un retour à la communication aussi. Et pour le moral, c'est extrêmement important. Mais c'est aussi d'avoir une activité physique. Voilà, je vous remercie. Et donc maintenant, on passe au témoignage d'une autre membre, Amélie. Bonjour. Non, moi c'est Fanny. Fanny, pardon. C'est pas grave. Bonjour à tous et toutes. Moi c'est Fanny, mon signe c'est comme ça.
Voilà, je suis mère célibataire de deux adolescents de 14 et 17 ans et je suis malvoyante et malentendante. Malvoyante avec 4 paires de lunettes et malentendante avec appareillé en bilatéral. Voilà, en 2021, on m'a diagnostiqué une maladie génétique dégénérative voilà, qui touche la vue et l'audition. Et j'étais complètement désemparée, démunie et isolée parce que confrontée à ce double handicap comme aussi tardivement. Ce qui s'est passé, c'est que moi, ma bouée de sauvetage a été la rencontre avec Anna et la passerelle sur nécessité parce que j'ai pu, en tant qu'adhérente, rencontrer des personnes concernées comme moi, donc j'ai pu échanger et apprendre d'eux. J'ai pu rencontrer également plein de professionnels qui ont pu m'aiguiller sur les aides humaines, techniques et sur des formations, comme par exemple celle que je viens de finir, la formation comme intervenant père, ce qui me permet en tant que bénévole de participer à plein de missions de sensibilisation, parce qu'il faut parler de la surdicécité et sur toutes ses formes. Du coup, j'anime également plein d'ateliers, comme notamment celui de cuisine. Voilà, moi, ça m'a permis d'évoluer, de faire front un peu à ce double handicap. Et pour moi, intégrer le GEM a été, pour moi, c'est 3 mots, c'est l'accessibilité, le partage et l'entraide. L'accessibilité parce que, comme a expliqué Amélie, on fait beaucoup d'activités, mais qui sont toutes rendues accessibles. Pour qu'on puisse tous y accéder et participer. L'entraide, parce qu'on échange les uns avec les autres et il n'y a pas de jugement, notamment l'atelier de LSF d'Amélie. Moi, je signe très peu et elle est super patiente et elle comprend que je fais des efforts et donc elle explique bien. Et après, le partage, parce qu'on est tous ensemble et on passe de super bons moments, que ce soit donc en atelier au Forum des Halles de la Cartoucherie à Toulouse ou alors en extérieur, comme notamment à Lubanvielle ou à Gruissan. Pour finir, moi, j'ai trouvé dans le GEM, la passerelle sur nécessité, ma vie a changé depuis l'annonce de ce diagnostic. Et là, en fait, je vais vous le lire parce que je ne l'ai pas en tête également. Grâce au GEM, j'ai trouvé le soutien, les amis, les projets et surtout une bonne dose d'espoir et d'énergie. Voilà. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire et merci au GEM, la passerelle sur nécessité. Merci Fanny. Alors, pour reprendre un peu le cadre général des GEM, donc comme le disait Gwenaëlle, en France, il y a environ 700 GEM, si je ne me trompe pas. Donc, elle a énuméré un peu le public concerné par ces GEM. Et la passerelle, à l'heure actuelle, est le seul GEM sur la surdicécité. Et on espère qu'il y en aura du coup plein d'autres. Les GEM sont en effet subventionnés par les ARS et doivent répondre justement à un cahier des charges dans lequel il y a le fait déjà de répondre aux missions d'un GEM, qui ont déjà été évoquées, mais qu'on va reprendre tout à l'heure plus en détail, d'être un lieu ouvert à la semaine et aussi sur certains week-ends. Donc nous, on a beaucoup d'activités aussi qui peuvent se passer les week-ends ou en soirée. C'est un lieu d'accueil collectif. Il faut qu'il y ait une association loi 1901 pardon, des adhérents du GEM, nous qui est encore en cours de constitution. Non, il y a l'association gestionnaire de la passerelle et une association marraine. Après, sur les types de gouvernance, donc comme je vous le disais, nous on a 3 acteurs concernés. Je sais qu'il y a d'autres GEM qui sont constitués différemment. Il y a des GEM qui peuvent être en autogestion. Voilà, il y a différentes formules possibles. Dans les obligations qu'on a, c'est de rendre chaque année
un rapport d'activité et financier auprès de l'ARS et je rentrerai tout à l'heure plus en détail sur ce rapport d'activité. Concrètement, qu'est-ce qu'on y met dedans? Donc les GEM, c'est pas des établissements médico-sociaux, il n'y a pas besoin d'orientation MDPH, et il n'y a pas d'engagement obligatoire. Ça veut dire quoi? C'est vraiment important dans le sens que c'est des lieux quand même assez libres, même s'il y a un cadre, libre dans le sens que c'est facile de venir nous rencontrer. Des fois, c'est des professionnels qui nous orientent des personnes, des structures, des proches aidants, des personnes elles-mêmes qui nous rencontrent lors d'événements ou simplement voilà un mail, une visio en langue des signes, un SMS ou encore qui viennent directement frapper à la porte du GEM. Et donc ce côté vraiment facilitant, c'est ce qui fait qu'au bout de seulement 1 an et demi de fonctionnement, on a déjà un collectif bien structuré de personnes en situation de surdicécité. Et il n'y a pas d'engagement, ça veut dire qu'en fait, les personnes, elles peuvent venir quand elles le souhaitent. Donc, bien évidemment, il y a certaines activités où il y a besoin de s'inscrire. On a des temps plus informels, plus libres, notamment les repas du midi, où là, il n'y a pas besoin de s'inscrire, mais il n'y a pas d'engagement. Donc, les personnes, elles peuvent venir une semaine, ne plus venir. Quand elles viennent pas, ça peut être aussi un bon signe dans le sens que elles ont une vie sociale active à côté et qu'elles n'ont pas forcément besoin du GEM. Et puis, on en voit certains qui reviennent plus tard. On en a qui sont là toutes les semaines. Donc, ouais, il y a quand même beaucoup de souplesse là-dedans. Encore moi? Non, c'est ça. Donc, on va vous parler maintenant des principes fondateurs du GEM. Donc, les deux grands principes, comme l'avait expliqué Fanny juste avant, c'est favoriser la paire aidance, l'entraide, et soutenir le pouvoir d'agir, l'autodétermination, la co-construction et la participation active. Donc ça, c'est vraiment les deux grands points, c'est le socle du GEM. Les personnes, quand elles viennent au GEM, on parle de ces deux principes, on leur explique, on, on porte avec elles ces principes-là. Et c'est quelque chose qui est véhiculé dans le groupe et qui est soutenu. Voilà, certaines personnes participent à des activités et viennent juste pour participer. Ça peut être très régulier ou ça peut être juste exceptionnel. Et quand elles viennent régulièrement, il y en a d'autres membres qui expliquent qu'elles font du bénévolat et que du coup, si ça les intéresse, elles peuvent aussi proposer des activités en lien avec leurs compétences ou leur centre d'intérêt. Et que c'est possible en fait de partager, même quand on est en situation de surdicécité, c'est possible de partager sa passion, ses compétences, ses envies avec d'autres. Voilà. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit que ben, ça vient nourrir le groupe et c'est valorisant pour les personnes aussi. Et puis voilà, nous, on est là en fait en tant que salariés pour accompagner et faciliter ce pouvoir d'agir, cette autodétermination et pour que les personnes, elles se rendent compte que même en situation de surdicécité, on peut aussi être dans l'entraide et apporter beaucoup aux autres. Alors, pour reprendre les missions d'un GEM qui ont déjà été évoquées, donc les GEM, c'est vraiment des dispositifs qui vont permettre de lutter contre l'isolement, de prévenir l'exclusion de la participation sociale en créant du coup des liens sociaux comme on a pu le voir. Et il y a une autre grande mission qui est vraiment importante, qui est l'inclusion dans la vie de la cité, donc plus à une échelle justement de citoyens. Alors ça comprend quoi? Deux choses. Le GEM, il est ancré sur un territoire et il vient également participer à la vie locale et aux politiques locales. Je vais vous donner un exemple. Quand on a été accompagné par l'ARS, ils nous ont de suite orientés vers le plan territorial de santé mentale, dans lequel maintenant on est adhérent et justement on intervient, on participe aux réflexions autour de la santé mentale et le lien avec la surdicécité. On a également participé au contrat local de santé ou encore aux différents groupes de travail de la mairie de Toulouse autour de l'accessibilité et de l'inclusion. Et il y aurait plein d'autres exemples à donner, mais voilà, le GEM, c'est
un lieu d'accueil collectif, donc on n'est pas sur de l'individuel, même si bien évidemment, bah, il y a des temps privilégiés avec des personnes, des échanges plus qualitatifs, mais on est quand même sur du collectif qui va se faire dans un contexte sécurisé, bienveillant et accessible pour permettre justement les grands principes dont a parlé Delphine avant et qui se constituent en fait sous forme de rencontres, des temps d'échange, des activités. Et ces activités, en fait, il y a un équilibre entre des activités qui vont permettre le développement personnel des personnes, euh, la prise ou reprise de confiance en ses capacités, et avec des temps vraiment qui sont à l'intérieur du GEM, donc qui vont favoriser l'entre-soi, parce que les personnes, elles ont ce besoin de se retrouver entre elles, d'échanger, comme le disait Fanny ou encore Amélie. Mais il y a également, en fait, des liens avec la communauté, avec l'extérieur qui se font et qui sont vraiment très importants. Donc, on a dans nos activités beaucoup de partenariats avec d'autres associations, d'autres structures. Et ces liens vers l'extérieur, en fait, nous, on l'amorce, on le travaille ensemble. Et après, il y a un impact, je vais dire, qui dépasse en fait ce qu'on a pu mettre en place sur le GEM. Et donc, on a des personnes qui, du coup, ça crée énormément d'ouverture et qui, du coup, gardent le lien avec ces associations qu'elles ont rencontrées, avec ces autres structures et qui continuent à y aller en dehors du GEM. Et ça, je trouve que c'est vraiment justement un des impacts importants enfin, une des missions principales d'un GEM. Hop. Maintenant, je vais vous parler des activités qu'on propose au sein du GEM. Alors, Fanny et Amélie ont déjà cité beaucoup d'activités. Voilà, on va juste reprendre ensemble les différentes propositions. Donc, vous voyez les temps conviviaux qui sont très importants, hein, l'accueil café, les moments du repas. Voilà, donc là, c'est des temps qui sont informels. On peut, sur le moment du repas, être un groupe un peu plus important. Et il y a certains membres aussi qui peuvent venir avec des membres de leur famille ou des amis. On fait en sorte que ces moments de repas soient conviviaux et soient propices aux échanges. Donc là, tous ces temps sont très importants. On fait attention à bien les respecter. Donc, en dehors des activités, on organise aussi des cafés-rencontres collectifs. On en organise à peu près 3 par an sur différents thèmes. Donc, les thèmes sont proposés par les membres du GEM. Voilà. Au même titre que les activités, les thèmes des cafés-rencontres ou des conférences thématiques sont proposés par les membres du GEM. Voilà. Et nous, on fait en sorte que ce soit de contacter les personnes compétentes pour animer ces cafés-rencontres. Donc, par exemple, l'année dernière, on a eu un café-rencontre sur le thème de l'autonomie au quotidien, animé par une ergothérapeute, ou sur le thème des déplacements. Là, un café-rencontre animé par une instructrice en locomotion. Et là, prochainement, en novembre, on a un café-rencontre sur le thème de la santé mentale. Voilà, donc, à titre d'exemple. Donc, les activités au local ou à l'extérieur, Amélie en a cité beaucoup, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. On propose beaucoup d'activités tous les vendredis donc dans la salle forum des Halles de la Cartoucherie ou à l'extérieur, 12. Ah, Ah non. c'était encore l'autre. Voilà. Euh, voilà, donc là, c'est toujours sur proposition des personnes. Il y a le point que Fanny a évoqué aussi, les sensibilisations à la surdicécité. À chaque fois qu'on fait appel à un nouveau partenaire ou prestataire, on fait en sorte de faire une sensibilisation à la surdicécité, on échange et on met les personnes en situation avec des lunettes de simulation, des bandeaux, des casques. Et les personnes participent avec nous à ces sensibilisations. Donc, par exemple, c'est le cas de Fanny, hein, quand elles le souhaitent, elles viennent participer à ces moments-là. Et ça a beaucoup d'impact pour les personnes qui assistent à la sensibilisation. Elles peuvent entendre le quotidien d'une personne concernée. Et c'est vrai que en termes d'impact, on voit que c'est très important que les personnes puissent entendre le retour des personnes en surdicécité. Et pour les personnes aussi qui font la sensibilisation, c'est important qu'elles puissent s'exprimer. Donc, on est vigilant à ça.
Pour les conférences thématiques, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, hein, c'est des propositions des personnes, des membres du GEM. Donc, on a différents thèmes. On a fait une conférence l'année dernière avec l'association des chiens guides qui sont venus présenter les chiens guides écouteurs avec des audioprothésistes. Donc, les conférences thématiques sont organisées en petits groupes dans le cadre du GEM et c'est sur proposition des personnes. La mise en lien vers des ressources. Donc, comme l'a dit Fanny, ça, c'est les personnes entre elles hein, qui s'entraident et qui se mettent en lien vers des ressources qui leur sont chacun à son réseau. Après, elles peuvent nous solliciter aussi directement et nous, on fait le lien aussi avec différents partenaires. La partie accompagnement vers le bénévolat et l'emploi, voilà, comme l'ont souligné Fanny et Amélie. En fait, nous, on accompagne les personnes à ce qu'elles s'impliquent davantage, si elles le souhaitent, pour animer des activités dans le cadre du GEM, faire du bénévolat et aussi peut-être aboutir à des formations et de l'emploi, comme c'est le cas de Fanny avec la formation école. Et enfin, à plusieurs reprises dans l'année, on fait des événements inclusifs, là où on touche le grand public. Donc, par exemple, on propose des soirées jeux de société régulièrement dans l'année où on propose des mises en situation avec des jeux de société adaptés et on propose au grand public de jouer avec nous, avec toujours pareil des lunettes de simulation, des bandeaux, des casques et de partager un moment convivial sous le cadre du jeu qui en même temps sensibilise. On peut aussi participer à des festivals, à des portes ouvertes d'associations, en lien avec le partenariat avec la mairie, ou alors avec l'association des chiens guides, ou alors sur un festival de jeux. Enfin, ça peut être tout ce qui peut nous faire connaître la surdicacité et puis sensibiliser les personnes. Donc là, vous voyez une image des halles de la cartoucherie. Donc on voit l'intérieur et l'extérieur des halles. Donc les halles de la cartoucherie, c'est là où se trouve notre local depuis le début. C'est un tiers-lieu qui a ouvert en 2023 à Toulouse, en même temps que nous. Et c'est un espace qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire et qui va réunir en fait tout un tas d'acteurs. Il y a aussi bien de la restauration, de la culture avec une salle de spectacle et une salle de cinéma qui ouvre prochainement, du sport avec une salle de sport, une salle d'escalade, des loisirs et des acteurs sociaux dont on fait partie. C'est un lieu qui est à la fois ancré au sein d'un quartier et de la ville. Et grâce à ça, on a rencontré énormément de partenaires et ça nous a permis de collaborer, alors soit sur des événements communs, on en a déjà fait à plusieurs reprises, vraiment au sein des halles ou même à l'extérieur des halles, et ou alors sur des projets vraiment construits à plus long terme. Et c'est là que pour nous, en fait, la question de l'inclusion, elle prend vraiment tout son sens. Parce que l'inclusion à l'échelle d'une ville, c'est un sacré défi, challenge. Et là, ça nous permet d'aborder les questions de l'inclusion à une échelle plus petite, qui est celle d'un lieu qui réunit, comme vous l'avez vu, tout un tas d'activités, et aussi à l'échelle d'un quartier où il se passe énormément de choses. Et après un an et demi, aujourd'hui même 2 ans, parce qu'on est septembre 2023. On a fêté les 2 ans avec les Halles de la Cartoucherie. On voit justement que les liens se renforcent, qu'on participe de plus en plus à des événements communs, qu'on est de plus en plus connus, repérés, identifiés par les acteurs locaux, notamment le centre social du quartier, qui est implanté dans le quartier et aussi au sein des Halles, et des associations ou encore, par exemple, le CPTS qui est implanté également dans le quartier. Alors, pour reprendre donc le cadre du GEM, comme je le disais, notre GEM il est financé depuis juin 2024 par l'ARS Occitanie via le fonds d'intervention régional et on bénéficie d'un financement de type CEPOP sur une durée de 3 ans. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est encore à titre expérimental, tant que les gemmes surdicécité ne sont pas rajoutés au cahier des charges national de la CNSA.
On bénéficie d'une enveloppe grâce au soutien de la RS Occitanie qui tient compte de la spécificité de la surdicécité et des besoins d'accessibilité. On voit bien à quel point sans ça, on ne pourrait pas fonctionner et on se retrouve vraiment vite limité parce qu'on a des besoins de plus en plus complexes avec des personnes qui ont des besoins en termes de communication, notamment au niveau de la communication tactile. Notre GEM, il est basé à Toulouse, mais il s'inscrit à l'échelle régionale. Donc, dans les activités qu'on fait toutes les semaines, c'est principalement des personnes qui viennent de Toulouse et des environs, mais dans les environs, dans les villes voisines, on a des gens qui font 1 heure de transport en commun pour venir sur nos activités régulièrement. Mais on a aussi plusieurs personnes qui viennent d'autres départements et plus loin de la région. Donc pour ces personnes-là, quand elles viennent passer la journée avec nous et même parfois la nuit à Toulouse. Donc là, il y a toute une partie logistique à gérer avec la réservation d'un hôtel. C'est des personnes qui peuvent aussi venir accompagner, le train. Et pour les personnes plus éloignées, on s'efforce de faire 1 à 2 fois par an, de se rapprocher au plus près de ces personnes-là. Et notamment, on est allé passer une journée à la mer euh, au mois de juillet, je crois, où là, on a pu retrouver une personne de Perpignan et une personne de Béziers. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais du rapport d'activité. Donc, comme tout GEM, on doit remettre donc, un rapport d'activité et un rapport financier. Et pour nous accompagner dans cette démarche, la RS Occitanie nous a aussi mis en lien dès le départ avec Promotion Santé Occitanie qui nous a accompagnés là-dedans. Donc concrètement, comment on a construit notre rapport d'activité? Euh, En fait, on a imaginé en fait les missions du GEM organisées autour de 6 objectifs principaux en lien donc avec nos missions. Donc ces 6 objectifs, ils correspondent aux besoins exprimés par les personnes qui viennent au GEM et aussi aux opportunités, aux partenariats qui se sont créés. C'est les objectifs qui correspondent à notre GEM, mais sur un autre GEM, ça pourrait être complètement autre chose. Donc le premier objectif, c'est de renforcer l'inclusion sociale. Le deuxième, d'améliorer le bien-être mental et physique. Le troisième, de développer l'autonomie et les compétences. Le quatrième, de promouvoir l'accès à la culture et aux loisirs. Le cinquième, favoriser l'accès à la santé et à la prévention. Et le sixième et dernier, renforcer donc l'ancrage territorial et les collaborations avec les acteurs locaux. Ces objectifs, concrètement, ils vont se traduire en actions, donc en activités qui ont pu être évoquées. Et ces activités, en fait, elles sont évaluées à l'aide d'indicateurs. Alors, ça paraît complexe tout ça, mais c'est important de le préciser parce que ces indicateurs, ils vont mesurer l'activité et aussi l'impact que va avoir nos actions, que vont avoir nos actions. Et la définition de ces indicateurs, c'est un vrai travail d'amorçage au début de la constitution du projet du GEM. Et c'est d'ailleurs une étape qui est incontournable et qui est demandée dans le dossier en fait qu'on va présenter à la RS Occitanie. Il y a un tableau dans lequel on doit, dès cette étape en fait de construction du projet, réfléchir aux objectifs du GEM, à ses missions, comment ça va se traduire et comment ça va être évalué. Alors, dans les personnes concernées, donc les membres de la passerelle, on commence à avoir des demandes d'adolescents. Et on a sinon principalement des adultes et des personnes âgées, donc avec une double déficience sensorielle. Alors, si je ne me trompe pas, ça va de 19 ans à 92 ans. Non, 88 ans. Oui, J'ai rajouté quelques années. Donc voilà, de 19 ans à 88 ans, on a une grande diversité des profils accueillis. Ça, c'était une réelle volonté du GEM dès le départ. Encore une fois, peut-être qu'il y a d'autres GEM qui seront constitués différemment, mais nous, au sein du GEM, on accueille des personnes qui ont des modes de communication variés. Donc, on a des gens qui communiquent aussi bien à l'oral, qui peuvent être appareillés ou non, en langue des signes tactile.
Il y a aussi une diversité dans les lieux de vie. Donc, même si la majorité sont des personnes qui vivent de manière autonome à domicile, on a aussi des personnes qui peuvent être en EHPAD, en établissement spécialisé. On a une personne en MAS, en maison d'accueil spécialisée, une personne en foyer de vie. Euh, voilà. Et donc, c'est un sacré challenge de mélanger, mixer tous ces publics. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et en tout cas, bah, comme ont pu l'exprimer Amélie et Fanny, bah, malgré les diversités, en fait, il y a une réelle entraide et dynamique de groupe qui a su se mettre en place. On a également des origines de la surdicécité très hétérogènes. Donc, il y a des personnes qui ont une survenue plus tardive, comme ça va être le cas d'Amélie, mais quoi qu'elle s'inscrit aussi dans l'autre catégorie, on a quand même 80% environ de personnes qui ont une maladie rare évolutive. Donc, avec notamment une déficience visuelle évolutive, avec pour la plupart, mais pas que, un champ visuel qui se réduit. Et donc, on sait qu'on a aussi une réflexion à mener là-dessus parce que l'accueil au sein du GEM tel qu'on l'a actuellement, il est amené à évoluer. Il va falloir qu'on s'adapte de plus en plus justement à l'évolution de ces personnes. On a une fréquentation qui est en augmentation depuis l'ouverture. Donc, on a un listing, on va dire, d'environ 60 personnes en surdicécité. Alors, ce listing, c'est quoi? C'est des personnes qui nous ont contactés à un moment donné pour avoir une information ou une autre, mais c'est pas les personnes qui sont présentes au sein du GEM. Actuellement, on a 29 adhérents, donc on en a un de plus depuis la semaine dernière. 29 adhérents et une quinzaine qui viennent vraiment régulièrement. Alors, un GEM sur Dicécité, je sais qu'il y a aussi d'autres GEM qui ont à peu près le même nombre d'adhérents que nous, notamment peut-être les GEM cérébrolésés. En fait, je pense qu'on est un peu au maximum des capacités, donc on peut s'organiser autrement, tourner, mais pour maintenir un confort dans les échanges et une accessibilité des activités, il y a des activités où on ne peut pas être plus de 5, 6 personnes. Et donc, on est amené à faire des activités en parallèle. Et après, on a des temps qui rassemblent plus de personnes, comme les cafés-rencontres. Voilà. Alors, je vous parlais de notre première année où on avait fonctionné sur du bénévolat. Je sais qu'il y a d'autres associations là qui sont connectées aujourd'hui, qui ont aussi, qui font depuis longtemps, qui organisent des cafés-rencontres avec des personnes sourdes aveugles. Nous, on le faisait, ces cafés-rencontres, c'est des temps, il n'y en a pas beaucoup dans l'année, donc c'est des temps qui rassemblent beaucoup de personnes sourdes aveugles. Nous, le premier café-rencontre qu'on a fait, je pense qu'il devait y avoir 45 personnes en situation de surdicécité. Voilà. Par contre, dans la vie d'un GEM, quand on met en place des activités régulières toutes les semaines, forcément, dans ces personnes, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui peuvent pas ou qui n'ont pas forcément envie de venir régulièrement. Et donc là, on part, voilà, on a un groupe plus restreint de personnes qui participent. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre les points importants pour qu'est-ce que c'est être membre du GEM. Il y a différentes façons de s'impliquer. On reprend sur la photo, là, on voit je participe. Donc, les personnes peuvent juste venir et participer aux activités, soit de manière régulière, soit de manière exceptionnelle. Enfin, il n'y a aucune obligation, hein. Les personnes viennent comme elles ont envie. Et la participation aux activités n'est pas un engagement. Voilà. Les personnes aussi peuvent venir aux activités et donner leur avis dans les échanges, voilà, s'exprimer, être dans le groupe, donner leur avis. Elles peuvent aussi proposer, comme on l'a dit tout à l'heure, proposer d'être bénévole dans le GEM et proposer des activités et de les animer. Donc là, c'est l'étape d'après, je m'implique. Donc les personnes proposent des activités et animent leur activité avec le soutien des salariés. Et enfin, aussi, on peut voter, c'est-à-dire s'impliquer dans la vie associative du GEM et dans sa gestion. Voilà, c'est ce qu'on est en train de créer, l'association des usagers. Et là, si les personnes sont intéressées,
elles peuvent vraiment être partie prenante et voter. Voilà. Je vais mettre la diapo suivante. Merci. Alors, les principes du GEM et les missions des salariés. Donc moi, j'interviens directement dans le GEM avec mon collègue Cédric, qui est animateur et en situation de surdicécité. Donc du coup, les principes qui sont importants, favoriser la dynamique collective et l'entraide et le pouvoir d'agir. Mais cette dynamique collective et cette entraide, elle ne se met pas en place du jour au lendemain. Voilà, il faut veiller à ce que le collectif prenne, que les personnes elles puissent échanger entre elles. Donc, déjà, favoriser l'accessibilité à la communication pour chacun. Il faut faire en sorte que cette dynamique collective, elle perdure pour que les personnes, elles viennent et elles se sentent bien dans ce groupe. Donc ça, c'est à nous de veiller à cette dynamique collective et au fait qu'elle perdure sur le temps. Et l'entraide, c'est pareil, c'est de la mise en lien. Donc nous, on est là au début pour faire le lien avec les personnes, pour les présenter, aussi pour être garant du fait qu'elles elles puissent communiquer entre elles et bien s'entendre, hein, bien s'écouter, bien comprendre ce que chacun veut exprimer. Donc ça, au début, nous, on peut faire le lien. Et après, finalement, les personnes entre elles communiquent de manière spontanée et créer cette dynamique collective qui va déboucher sur de l'entraide. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas forcément visible, mais qui est fondamental et qui est aussi très minutieux, parce que c'est de la relation humaine, mais c'est le principe de base. Créer cette dynamique collective d'abord pour amener à de l'entraide. Et enfin, le pouvoir d'agir, ben, c'est important d'expliquer aux personnes que c'est possible, qu'elles sont capables, être aussi, pas être toujours, nous, on propose, pas être toujours dans la proposition, mais laisser venir les personnes nous demander ou proposer. C'est voilà, de soutenir cette envie, de faciliter les choses. Nous, on va être facilitateur dans ce pouvoir d'agir. Donc, on va faire en sorte que les propositions des personnes, elles soient valorisées, que ce soit facilité au début en tout cas, pour peu à peu s'effacer. Voilà, ça, on est vigilant à ça et que finalement, des activités qui sont menées par les bénévoles, maintenant, il y a des activités où les bénévoles sont complètement autonomes dans la gestion de leur activité. On est là en premier temps et puis peu à peu, on s'efface. Et c'est important, dans cette dynamique collective, cette entraide et dans le pouvoir d'agir, dans ces grands principes-là, d'être vigilant à respecter le rythme et la fatigue de chacun aussi. Parce que la surdicécité, handicap qui fatigue, et il faut être attention, enfin, que nous, on soit vigilants à pas trop solliciter les personnes aussi, à ce qu'elles puissent exprimer leurs besoins et leurs limites aussi, hein. Dans l'entraide, des fois, on ne peut pas s'entraider parce que ça génère trop de fatigue ou en termes de limitation, c'est trop complexe. Ben, vraiment respecter ça et faire en sorte que chacun s'y retrouve en termes de rythme. Voilà. Du coup, ben, pour faire le lien avec les missions des salariés dans la gestion du GEM, ce qui est très important, c'est l'accessibilité et l'adaptation renforcée. C'est-à-dire que dans l'accessibilité, on entend les trois grands points, la communication, l'accès à l'information, les déplacements. En fait, toutes les missions du GEM, si on n'est pas attentif à la question de l'accessibilité, on ne peut pas les mettre en place. Donc nous, c'est un gros travail de ce côté-là. C'est le préalable à tout. C'est le préalable à l'entraide, au pouvoir d'agir. Si les personnes n'ont pas l'information, si ce n'est pas accessible pour elles, bah, tout le reste ne va pas pouvoir se faire. Donc, dans l'accessibilité à la communication, on va faire attention, ben, chaque membre soit il y a des membres qui oralisent, d'autres qui communiquent en langue des signes, d'autres en langue des signes tactile. Donc, par exemple, pour envoyer le planning, on va être vigilant à ce que chacun ait la bonne information. Donc, on va l'envoyer par mail pour certains, par SMS pour d'autres, sur WhatsApp encore pour d'autres, par vidéo aussi, voilà, en fonction des possibilités visuelles de chacun et des moyens de communication qui sont différents.
Donc, à chaque fois, dans les informations concernant le GEM, on est vigilant à ce que tout le monde ait le même niveau d'information. On va aussi faire le lien, comme je disais tout à l'heure, pour créer cette entraide, à être présent et vigilant au début pour bien reformuler quand une personne n'a pas entendu, faire attention à où sont placées les personnes quand on mange, par exemple, pour qu'elles puissent communiquer entre elles et qu'elles ne soient pas gênées par le bruit. Pareil, quand on met en place des activités, des conférences ou des cafés-rencontres, on est vigilant à la place de chacun dans la salle en fonction de la luminosité, quand il y a des interprètes, il y a un fond noir. Quand on fait des activités sur table, on fait attention au contraste, voilà, que ce soit accessible visuellement pour les personnes qui en ont besoin. Donc, tout ça, c'est une vigilance qui est fondamentale. On fait aussi attention aux groupes de taille réduite, hein, parce que les gros groupes, c'est beaucoup d'informations et du coup, beaucoup de concentration qui génère beaucoup de fatigue pour les personnes. Donc, on a des événements, par exemple des événements grand public. Bon, bah là, ça peut amener beaucoup, beaucoup de personnes, mais sur des activités, dans le cas du GEM, des activités comme l'art-thérapie, les ateliers cuisine, on fait attention qu'il n'y ait pas un trop grand groupe parce que du coup, c'est difficilement gérable et surtout les personnes ne peuvent plus communiquer ou ça génère beaucoup de fatigue. Donc ça, c'est aussi une demande des personnes de faire la vigilance au groupe de taille réduite. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les moyens matériels spécifiques qui sont très importants, toute l'adaptation en termes de luminosité, de contraste. Nous aussi, en tant que salariés, on est formés à la surdicécité. On fait aussi beaucoup de liens avec les interprètes, les intermédiateurs et les interfaces. On coordonne cette partie-là pour rendre accessible la communication. Et la question de l'accessibilité du local est aussi fondamentale dans la mise en œuvre de nos activités. Et tout ça en prenant en compte ben, la contrainte budgétaire hein, qui est la nôtre, mais voilà, c'est une réalité qu'il faut aussi avoir en tête. Voilà. Merci Delphine, merci Anna, Fanny et Amélie pour ces témoignages et cette présentation de ce que peut être un GEM sur l'icécité. On a vraiment là une expérience novatrice et riche. Je voudrais juste m'excuser pour la vélotypie, parce qu'on a un problème avec notre prestataire. Et ce qu'on voulait montrer à travers justement cet exemple-là, c'était justement pour que on puisse initier d'autres GEM, pour que ça puisse éclore, que ça puisse se consolider sur l'ensemble du territoire. Finalement, de cette expérience-là, on a noté un certain nombre d'enseignements voilà qu'on souhaitait développer avec vous. Premier point, c'est vraiment d'expérimenter sans attendre. Anna l'a redit, c'est-à-dire qu'avant même la reconnaissance officielle, il est possible de faire vivre un GEM sans être un GEM. Et ça, c'est vraiment de mettre en place des multiplications de rencontres, d'activités qui vont donner corps au collectif. L'idée, c'est qu'un GEM, ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui se construit et qu'il faut laisser à chacun l'initiative, la maturité nécessaire aussi pour réfléchir au projet, ajuster les attentes et créer une dynamique collective durable. Donc vraiment anticiper, ne pas attendre d'avoir cette structuration pour commencer l'activité, les activités. Deuxième point, et Delphine a été très précise là-dessus, sur l'accessibilité. Dès la conception, il faut bien évaluer les besoins spécifiques en termes de lieu, de communication, de matériel, afin de garantir que chacun puisse participer activement et trouver sa place. Et puis dernier point que je vais développer, après je laisserai la parole à Gwenelle sur d'autres aspects, c'est d'informer et diffuser. Finalement, ce webinaire-là, il a aussi cette vocation-là de mieux faire connaître ces groupes d'entraide mutuelle. Et donc, sur les initiatives locales, c'est de bien communiquer sur son existence, ses activités, son utilité. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner envie, de développer la confiance, pardon, et d'attirer de nouveaux membres dans ces dispositifs-là. Nous recommandons également de bien définir ses besoins et donc de bien définir les moyens nécessaires, c'est-à-dire les moyens financiers et du coup les sources de financement à mettre en place afin de sécuriser un budget et donc le fonctionnement du GEM. C'est très important pour éviter trop précocement de fragiliser en fait l'activité et le lancement du groupe d'entraide mutuelle. Donc de bien préparer votre budget.
Nous recommandons également de bien vous appuyer en fait sur l'organisme gestionnaire ou le soutien que vous pouvez avoir, le soutien administratif et financier tout au long du projet. Ça nous paraît indispensable pour alléger cette charge-là à faire par les personnes en situation de handicap, tout particulièrement lorsque nous sommes en situation de surdicécité. De bien vous appuyer, de faire un partenariat avec le gestionnaire vous permettra de plus rester focus sur les activités à créer, à mener au sein du GEM, et donc de garder le souffle ou la dynamique de votre initiative. Nous recommandons également de bien rester en réseau ou de faire réseau, c'est-à-dire de s'inspirer toujours des expériences existantes. Par exemple, de vous tourner vers le collectif national Intergem, le CNIGEM. Ça permet dans le réseau, du coup, de chercher de l'aide, d'échanger avec d'autres GEM, d'avoir des idées, de lever des freins. Et cette structuration-là permet aussi de renforcer, pardon, votre légitimité et de nourrir la créativité de votre projet. Enfin, de bien développer, et ça a été dit avec l'exemple de la passerelle, des partenariats locaux avec d'autres associations, d'autres établissements, vos collectivités, et aussi de vous rapprocher évidemment de votre ARS, même au début, pour en tout cas faire connaître votre initiative. Donc en résumé, chaque gemme sur 10 cécité sera unique, mais tous se nourrissent des mêmes ingrédients, du temps, de la confiance, de l'accessibilité, un ancrage local solide et évidemment la force du collectif. C'est à partir de ces bases qu'il sera possible de développer partout en France des lieux d'entraide vivants et inclusifs, répondant aux besoins et aux aspirations des personnes sourdes aveugles. Merci, Gwenaëlle. Merci. Merci pour vos questions, pour ces échanges-là. Voilà, le temps qu'on avait décidé est effectivement imparti pour vraiment un grand merci à l'ensemble des participants et vous d'être aussi d'être présents. Plus de 130 personnes aujourd'hui, c'était au-delà de nos espérances. Pour conclure, on vous transmettra très prochainement d'ici la fin de la semaine donc un lien vers un Padlet sur les ressources, sur les gemmes sur l'ICCité. Donc vous retrouverez le support de présentation, les documents officiels de création des gemmes et toutes les sources qu'on a pu retrouver par rapport à ça. On vous fera aussi parvenir un petit questionnaire sur ce premier échange pour peut-être envisager un second rendez-vous avec peut-être d'autres expériences ou d'autres questionnements qui peuvent se faire jour. Et puis vous dire également que le replay de ce webinaire sera bientôt disponible sur les sites et les réseaux sociaux et vous en informera dès que possible. Je vous remercie à tous, je vous souhaite un bon appétit et je remercie particulièrement Emmanuel Fillonneau pour l'organisation technique de cet événement, ainsi que toute l'équipe du CRESAM. Merci à vous. Bonne journée.